Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et aujourd'hui on est à Massy, donc c'est banlieue sud de Paris, c'est des bars d'HLM principalement, et on est dans un jardin comestible de la permaculture au milieu des HLM. Et on rencontre un collègue Gilet jaune Bonjour. qui va nous expliquer comment ce beau et grand jardin comestible en permaculture a pu s'installer en plein cœur des bars HLM. Alors, donc du coup, ce jardin est un jardin collectif sur des espaces publics donc, qui appartient à l'office HLM qui gère cette résidence. Alors l'histoire en fait c'est que c'est un ami qui habite cette résidence qui est voilà, avec qui on est des amis d'enfance quoi. Et en gros, on prenait conscience un petit peu, on avait une conscience sociale, écologique depuis pas mal de temps, et on se demandait en fait comment faire. Alors au début, ça a commencé avec l'arrêt de la consommation, voilà, consommateur, on peut appeler ça comme on veut, mais on s'est dit déjà pour commencer, il faudrait qu'on arrête de donner notre argent à nos ennemis, en gros. Ça c'était Qui bien avant les Gilets jaunes. Ça, c'était bien avant les Gilets jaunes. Je parle de ça, c'était il y a 10 ans, quoi. En gros. Et du coup, bon, on se disait, voilà, alors ça commençait, moi, personnellement, j'ai arrêté d'aller manger à McDo, j'ai arrêté les fast-food, voilà, de temps en temps, je me faisais un kebab, mais j'ai arrêté aussi d'acheter des boissons gazeuses, d'acheter des sodas, d'acheter même des gâteaux, tout ce qui est sneakers, etc. Déjà à l'époque, nous on connaissait Monsanto, etc. Bon, quand tu regardes toutes les entreprises qui sont liées à Monsanto, tu peux presque plus rien acheter au supermarché, quoi. Et, euh, et en même temps, bon, donc ça c'était intéressant. Sur la problématique gilet jaune, déjà ça te fait gagner du pouvoir d'achat, parce que c'est des bêtises qui coûtent pas mal d'argent quand même. C'est des petits plaisirs, mais c'est des plaisirs un petit peu coupables parce que c'est pas bon pour la santé, puis c'est quand même très cher, ça plombe le budget. C'est pas bon pour la santé, c'est très cher. Et puis, voilà, quand on est dans une logique de combat, on peut pas se dire bon, on combat le mal et en même temps on prend ce qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir une certaine ligne de conduite par rapport à ça. Et bon, ça allait là-dessus. Et en même temps, en fait, on a fait la découverte de la permaculture. Alors, c'est mon ami, lui, il était à la fac. Il y a des gens qui lui ont montré une vidéo sur de la permaculture. Et lui, bon, il était un peu. Voilà, il s'est dit bah, moi, je vais faire mon jardin de permaculture en bas de chez moi, quoi. Ouais, mais c'est pas simple, on est à Massy, on est en banlieue sud de Paris, c'est Mm. une zone super urbanisée. Avoir de la terre agricole, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dispo, c'est Ouais, clair. ouais, non, il y a pas beaucoup de foncier de disponible. Bon, il y a quand même pas mal d'espaces verts à Massy. Il y a pas mal d'espaces verts. Mais voilà, lui, ce qu'il s'est dit, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, c'était une grande pelouse. Il y avait juste ce grand arbre, ce grand platane. Et, euh, et en fait, la pelouse était inutilisée. Elle était utilisée simplement par les gens qui venaient faire crotter leurs chiens. Voilà. Bah ouais, ça c'est très souvent dans les zones HLM. Les pelouses, et le sol autour est tout compact, Voilà. dégueulasse. Ouais, Et bah ouais, c'est un crottoir quoi. c'est ça. Grosso modo, c'était ça. Et lui, il s'est dit non, moi je vais faire mon jardin en permaculture. Alors, je peux vous assurer que tout le monde a rigolé quand il a dit ça. En fait, à l'époque, il était un peu dans une vibe hippie en plus. Et tout le monde s'est dit, en fait, mais qu'est-ce que tu nous racontes, quoi? Tu veux faire ton jardin de permaculture ici à Massy, en bas des immeubles? Mais jamais de la vie, quoi. On n'est pas en Ardèche quoi. Hein. Et lui, il en démordait pas. Alors comment Si, il a si, fait si. Comment il a fait Comment il a fait d'un point de vue très pratique? Alors d'un point de vue très pratique, comment il a fait? Il a mûri son idée sur 2-3 ans. Euh, euh, avec moi aussi, c'est-à-dire que du coup, moi il m'a éveillé à la permaculture grâce à ça.
Et du coup, on s'est renseigné, on a vu, etc. Alors, pratiquement, comment il a fait? Bah, il a monté un dossier. Il a monté un dossier en se disant il va falloir que je vois avec l'autorité qui gère cet espace vert. Il s'avère que l'autorité, bon, bah, c'est l'office HLM qui gère la résidence. Du coup, il a monté un dossier avec un plan, avec comment il comptait faire son jardin, etc. Et il est parti toquer à la porte de tous les résidents en leur montrant le dossier, en leur disant voilà, moi je vous propose un jardin, est-ce que vous voulez apporter votre signature, apporter votre soutien donc, à mon initiative. Il a eu très très majoritairement des réponses positives. Voilà, il y a quelques foyers qui ont dit non parce qu'ils avaient peur de certaines nuisances potentielles, etc. Il est parti voir l'office HLM, ils lui ont dit oui, bah nous en plus c'est génial, on cherche justement à mettre en place des initiatives sociales, solidaires, Pour faire du lien faire aussi. du lien. Eux ils sont en demande de ça parce qu'ils en ont marre de gérer des problèmes de voisinage, etc. Alors s'il y a des habitants qui peuvent lancer ce genre d'initiative, ils sont partants. Du coup, on a délimité donc l'espace, donc on est sur un espace de 800 mètres carrés environ. 800 mètres carrés, c'est pas mal, hein. 800 mètres carrés, c'est pas mal. Nous, à l'époque, on trouvait ça à la limite trop petit. On avait envie de faire tous les espaces vers la résidence. Mais bon, pour commencer, c'est déjà un gros boulot. Donc 800 mètres carrés. Et ça a commencé donc une première journée où on a créé un événement. On a invité tous les gens à venir pour planter. On a planté 650 plantes. Alors ça va de la petite herbacée, de la petite lavande, du petit romarin, jusqu'au cerisier. Voilà, grosso modo. Noisetier, vous avez des Voilà. pêchers, vous avez du pommier ici. Voilà. Alors après, Mais vous êtes passé par une structure associative pour faire ça. oui, complètement. Alors oui, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que l'office HLM a dit, voilà, on a besoin qu'il y ait une structure juridique qui chapeaute l'histoire, pour que juridiquement, ils aient affaire à quelqu'un au niveau de la responsabilité. Voilà. Donc 3 personnes, hein, il suffit Donc d'un 3 personnes, secrétaire, voilà. trésorier et puis un président. Donc du coup, moi je suis secrétaire de l'association. Mon ami résident, lui, est le président. Et on a une troisième personne, trésorière. Et du coup, c'était aussi simple que ça. Alors, pour vous dire, en fait, on doit faire normalement une convention. Et en fait, on n'a même pas la convention est actuellement inexistante. Il n'y a pas de convention, mais l'histoire se gère très bien. On a régulièrement les gens de l'office HLM qui viennent visiter et qui ramènent à chaque fois des gardiens d'autres résidences en Île-de-France, etc. Ils viennent faire visiter tout le monde parce que pour eux c'est un peu un modèle de réussite. Ils voudraient exporter ce modèle à d'autres résidences qu'ils gèrent, quoi. Combien de personnes, parce que 800 mètres carrés c'est beaucoup, combien de personnes Mm. ont participé au départ, en tout cas pour donner le gros coup de main? Parce que le sol, tu nous avais dit, c'était un sol dégueulasse, compacté. Bah, la première journée de plantation, il y avait une centaine de personnes sur toute la journée qui sont venues. Et après, voilà, on a eu des coups de main de plein de potes. Parfois des potes qui eux-mêmes avaient rigolé quand on avait évoqué l'idée de faire ce jardin. Et puis finalement, quand ils ont vu que les choses se faire, bah, ils sont venus donner un coup de main. Et ça s'est géré comme ça. Alors, Et comment vous avez fait pour amender le sol? Bois fragmenté alors, raméal, fumier? ouais, tout à fait. Donc, sur tout ce qui est la partie des arbres, on a mis énormément de BRF. Donc le BRF, là on en a encore un petit peu de résidus là. C'est du bois raméal fragmenté. Donc c'est en fait c'est les déchets des élagages. Donc simplement en fait quand on se balade en ville et qu'on voit des élagueurs qui sont en train de couper les arbres, et on va leur demander qu'est-ce que vous allez faire de votre BRF. Vous allez le mettre en déchetterie, bah, plutôt que d'aller jusqu'à la déchetterie, venez le déposer ici. Et payer en plus, parce Et qu'ils payer, payent. Hein. voilà. Et donc ils le déposaient gratuitement. Et on a eu une dizaine de bennes, je pense au total, qui sont venus déposer du BRF ici. Après on le répartissait sur le jardin, sur toutes les zones. Donc ça c'est pour les espaces, ça a été pour les chemins et pour les zones boisées, on va dire. Après sur les espaces potagers qu'on a mis en place, on a fait quelques lasagnes,
On a apporté Alors du c'est la coup, culture en lasagne, c'est culture en ouais, but. Voilà. culture en but, en lasagne. On a apporté du coup un peu de fumier. À un moment donné, on a eu accès à du fumier. Et on a mis aussi beaucoup de déchets verts qu'on trouvait en ville. En fait, on a fait vraiment avec ce qu'on avait localement de disponible et de pratique. Des résidus de tonte. Des résidus de tonte, voilà. Majoritairement, c'était ça. Après, on a mis en place un compost à l'entrée du jardin où tous les résidents, tous ceux qui veulent, peuvent venir déposer leurs déchets de cuisine. Et du coup, on utilise ce compost aussi régulièrement pour amender les zones potagères. Mais maintenant, ça fait 1 an qu'on n'a plus mis de BRF parce que maintenant, on considère que les arbres sont suffisamment grands pour apporter la matière nécessaire en fait à la vie du sol. C'est-à-dire que maintenant, c'est simplement les feuilles mortes. Quand on va tailler les arbres un petit peu, les déchets de taille, etc. du jardin, ça sera suffisant du coup pour maintenir la vie du sol. Tu nous montres, on peut Ouais. commencer la visite. Là, donc Ça on est au marche. pied d'un énorme platane. Mais avant, il n'y avait rien d'autre que le platane. C'était. Avant, il y avait un platane et de la pelouse. Et le sol, en fait, c'est un sol de, comment on appelle ça, de remblai. Donc avec énormément de déchets, de tuiles, de briques, de déchets de béton. Un sol très dur, très compact parce que quand ils tondent les pelouses, les espaces verts, du coup, ils ramassent souvent les déchets de tonte. Du coup, le sol n'est pas nourri, le sol reste très compact. Bon, il y avait quand même pas mal de vers de terre, on a été assez surpris de ça. Mais voilà, et là, simplement le fait d'avoir laissé la végétation reprendre ses droits, on a semé aussi quelques engrais verts, ça c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Mais bon, on peut faire un petit tour et puis on va voir. Alors dis-nous, l'engrais vert, c'est quoi? Donc les engrais verts, en fait, ce sont des plantes qui fixent des minéraux et du coup, quand la plante meurt, bah, du coup, elle redistribue ces minéraux dans le sol et aussi elle décompacte les sols à travers leur système racinaire. Voilà. Excellent. Alors, début de la visite, les amis. Donc là, on est sur la place de convivialité, donc avec du mobilier de jardin de récup. Ça sent la palette quand même. Voilà, Hein. de la palette. La peinture, là, je tiens à préciser, ça c'est une peinture maison, faite avec de la farine et de l'ocre. Et on avait une peinture rouge, mais l'année dernière on devait faire un coup de peinture, mais il y avait une mauvaise météo, je me souviens, du coup on n'a jamais fait. Et tu nous avais dit tout à l'heure qu'il y avait même des ouvriers qui bossaient dans le coin, qui aiment venir Ouais. visiter le jardin et se relaxer à la pause de midi Voilà, dans ouais. votre jardin, quoi. Ouais, il y a des. Alors, je sais pas si c'est des ouvriers ou des employés, mais en tout cas des travailleurs qui viennent profiter de l'ombre du platane pour prendre leur pause déjeuner. Ouais. Alors vous avez même une serre. Ouais. Allez, on te suit. Alors. Donc, bon, ici on est sur les zones potagères, vraiment. Donc là on a courgettes, tomates, melons principalement. Donc ça c'est un poulailler qu'on a construit avec des matériaux de récupération. Donc en fait, pour le moment il n'est pas utilisé parce qu'il faut qu'on fasse simplement, il faut qu'on fasse une petite un petit grillage autour pour garder les poules pour pas qu'elles aillent sur tout le jardin et qu'elles Ça aille tout dévastent un petit peu, voilà. Tout défoncé. Ouais. Mais on a fait un mur, c'est ça que je vais montrer, du coup on a fait un mur en terre paille sur un côté. Donc ça c'était vraiment histoire de se mettre en fait à cette technique de construction, donc la terre paille, qui est une vieille technique utilisée partout dans le monde. Et du coup la terre paille c'est un bon isolant, ça se fait très rapidement, très facilement, ça coûte presque rien, si ce n'est la paille. Et encore la paille on peut la trouver même gratuitement. Et la terre c'est la terre du jardin. Donc les tuiles, c'est de la tuile de récup de Massy, des anciennes tuileries de Massy. Et le bois, bah, c'est du bois de palette. Voilà. Donc on a juste acheté les charnières en l'occurrence. Vous avez du laurier, vous avez
Du prunier, en du fait, pêcher. ici l'idée c'est de faire un jardin, en fait une forêt comestible. Donc on essaye de planter un maximum de plantes comestibles ou médicinales, enfin qui ont une utilité quelconque, et un maximum de plantes en fait dont on n'a pas besoin de s'occuper. C'est-à-dire on le plante une fois et en fait voilà, après on les laisse en autonomie. Donc là, c'est de l'artichaut, c'est ça? C'est de l'artichaut. Donc l'artichaut, c'est le genre de plante potagère super intéressant parce que celui-là, on l'a planté une fois, on l'a oublié. À un moment donné, on pensait même qu'il était mort. Et là, cette année, paf, il a vraiment explosé. Il nous a donné 5 têtes d'artichaut sur ce pied. Voilà, on reprend. On avait un petit problème de température de portable. Tu nous montres la serre? Ouais. Donc la serre, ça nous sert pour faire les semis. Donc là, on n'a plus grand chose en semis parce qu'il fait trop chaud. Là, on a quelques tomates et on voit là qu'elles ont pris un gros coup de chaud. Mais voilà, on utilise aussi la serre pour cultiver un petit peu. Donc là, on a des choux, on a des tomates, il y a quelques piments aussi, poivrons, voilà. Et ça t'a permis, toi, d'avoir des salades en hiver? Et ouais, donc tout l'hiver, on avait un collègue moi cet hiver, j'étais pas là, j'étais en Corse, mais on avait un collègue qui, lui, a planté ses salades en pot. Et du coup, tout l'hiver, et en fait, il a été autonome avec sa famille, donc ils sont 4, et ils étaient autonomes en salade, tout l'hiver, pendant 5 mois quasiment. Donc c'était pas mal. Putain. Donc aussi, dans le jardin, on a des plantes sauvages comestibles. Là, on a une mauve, par exemple. On va dire quand même que 80% des plantes qui poussent ici dans le jardin sont soit comestibles, soit médicinales, soit ont un intérêt voilà, quelconque. Même là, on a du lierre. Bon, bah, le lierre, on peut l'utiliser par exemple pour faire du produit de vaisselle, du produit de lessive. Vous avez un beau cerisier. Là, c'est un cerisier, ouais, c'est un merisier, donc cerisier sauvage. Donc les fruits sont un peu aigres, mais dans tous les cas, ça nourrit au moins les oiseaux. Récupération d'eau? Récupération d'eau, voilà. Nous, on n'a pas d'eau sur le jardin. Donc là, on a un peu triché. Ils sont pleins parce que nos collègues d'à côté, la CIMAD, nous ont rempli avec leurs tuyaux. Il y a de la bouture là? Ça c'est ouais, c'est même pas de la bouture, c'est des plants en racines nues qu'on n'a jamais plantés, qui datent de l'année dernière. C'est des pruniers en fait qu'on utilise pour greffer. C'est des pruniers Saint-Julien de l'INRA. D'ailleurs, si jamais il y a des gens sur le live qui sont intéressés pour avoir des pruniers Saint-Julien dans l'Essonne, on les donne. Hein. Voilà. C'est pour greffer dessus des mirabelles, n'importe quelle autre pelouse. Donc là, vous avez recyclé une baignoire. On a recyclé une baignoire, voilà, pour faire un petit coin humide, une petite zone humide pour la biodiversité. Là, donc il y a principalement des moustiques pour le moment, mais on doit mettre des poissons qui pourront du coup manger les moustiques et créer un équilibre. Culture voilà. sur but. Donc là, on est sur de la culture sur but. Là, on a des fraisiers. Après, c'est vraiment très mélangé. C'est géré un peu de manière sauvage. Voilà. On a un peu de tout partout. Donc là, on a une plante très intéressante. Ça, c'est l'Achillée millefeuille. Alors, c'est une plante sauvage comestible. On peut manger les feuilles. Et en plus, elle est médicinale. Et elle faisait partie de la trousse de premiers soins des poilus pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'elle est homéostatique, ça veut dire qu'elle arrête les saignements. Et en fait, il suffit simplement de frotter un peu la feuille et d'en extraire un peu de sève. On l'applique sur une plaie et immédiatement les saignements s'arrêtent. Et ça a été testé par mes soins, parce que je me suis déjà coupé avec
avec des outils dans le jardin et j'ai utilisé cette plante et effectivement ça arrête les saignements. Donc voilà. C'est plus efficace que du Hansaplast. La rhubarbe. Voilà, on a de la rhubarbe, là, des framboisiers. Les framboisiers donnent bien, hein. Ouais. On a des enfants. Alors regardez, on est vraiment au pied, hein, des bars. Vous avez même des poules? On a même des poules, on pourra aller les voir. On a des poules, même actuellement il y a des moutons aussi dans la résidence qui sont là pour tondre la pelouse. Alors les moutons, c'est pas vous qui les gérez, hein, c'est notre assoce. Les moutons, c'est une autre association de l'Essonne et les éco-pâturiers. Donc l'idée, c'est de mettre du lien social justement autour des animaux. Alors là, on est sur de l'expérimental, hein, donc on essaye de tester, de voir comment ça peut fonctionner. Ici, dans cette résidence, ça fonctionne plutôt bien. Les habitants participent, du coup, ils donnent à boire aux moutons, ils veillent au respect de l'intégrité des animaux et ça se passe plutôt bien. Un artichaut pour ce soir? Ouais. Donc là, ils ont fait un travail énorme sur 800 mètres carrés. Et donc, bah voilà, il y a du prunier, il y a du pommier, il y a du cerisier, du merisier. Le jardin date de quand? Octobre 2015, le premier coup de pioche. Eh ben, la nature, elle a bien profité là. Et du coup, on doit mettre en place un deuxième jardin. Enfin, on a commencé à mettre en place un deuxième jardin. Du coup, le trésorier de l'association, sur sa résidence où il habite, parce qu'il n'habite pas celle-ci. Donc, il a démarré, pareil, un projet de mise en place d'un jardin sur l'espace public. Oui. Donc là, il y a du noisetier, il y a du pommier, on dirait du néflier. Donc ça, c'était avant. Et maintenant, vous avez ce jardin comestible. Ok. Moi j'en ai comme chez ma mamie en Tunisie, une maman de graines, donc ma mamie elle nous en a envoyé. Ok, Je pourrais vous en donner. ça marche. Merci. Donc vous avez même vos poules. Données par un voisin roumain. L'année dernière, c'était un voisin roumain qui avait ramené des poules. Et le problème, c'est que les poules sont restées un an au jardin. Et octobre dernier, elles ont disparu. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elles ont disparu. Du coup, on en a racheté d'autres. C'est des poules de l'Essonne, Sud-Essonne, qui sont des poules réformées. Voilà, donc d'élevage. Tu sais, au bout d'un certain temps, elles ne sont pas assez productives pour les élevages. Du coup, ils s'en débarrassent. Et là, on les a récupérées parce que bon, elles ont encore de quoi vivre quelques temps, donner des œufs. Et participer à faire du lien social. Voilà. Et donc c'est incroyable, hein. Là, c'est avant, un terrain qui est compact, qui est voilà, productif. Et puis ce que vous avez fait, quoi, sur 800 mètres carrés. Voilà. Donc, bah voilà, bel exemple. Bel exemple à suivre. Parce que du coup, voilà, pour faire le lien avec les gilets jaunes, c'est que pour moi, l'idée, c'est que il faudrait qu'on se réapproprie les espaces publics partout. Qu'on en fasse voilà, des endroits de lien et de production. Voilà, surtout les espaces publics, les espaces verts en ville. Qui sont, voilà, enfin je veux dire, il y a des pelouses, bon on peut garder de l'espace de pelouse, mais peut-être qu'il y en a trop, peut-être qu'il y a trop d'arbres et d'arbustes qui servent à rien, des choses pour faire joli, mais on pourrait aussi bien faire joli et le rendre aussi nourricier.
Et c'est important parce que, bon, je donne 2-3 exemples. À la fin du 19e siècle, Paris était autonome en culture maraîchage. Maraîcher, le mot maraîcher d'ailleurs vient du mot marais, parce que c'était dans les marais de Paris qu'on faisait du maraîchage. Et les maraîchers de Paris étaient très réputés à l'époque. Bon, c'était pas une aussi grande ville que maintenant, mais quand même. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Londres était presque devenue autonome en légumes. Il y a des choses à faire pour produire en ville, et puis on retrouve notre souveraineté aussi. C'est-à-dire que si on veut un mode de vie où on arrête de financer des oligarques, etc., il faut qu'on retrouve nous aussi les moyens pour ne plus avoir à aller au supermarché. Le boycott, c'est une première étape qui est intéressante, mais il faut proposer la chose à côté. Donc ça peut être un jardin en permaculture, ça peut être aussi simplement des ateliers de réparation, c'est-à-dire plutôt que de jeter et de racheter, on peut réparer les choses, on peut réparer son vélo, on peut réparer même sa voiture. Et sur les voitures modernes, c'est plus compliqué, mais sur les anciennes voitures, voilà, en mettant en place des solidarités, etc. Et au final, on peut finalement créer des systèmes résilients qui seront utiles à la lutte qu'on veut mener, parce que la lutte qu'on veut mener, elle ne pourra pas se faire en allant au supermarché. Si jamais on entre vraiment dans une lutte frontale avec le pouvoir oligarchique, et les oligarques sont aussi dans l'agro-industrie, il ne faut pas l'oublier, hein. Il y a 9 multinationales qui contrôlent 80% de l'agro-business. Donc ces gens-là, il faut qu'on arrête de les nourrir. Et eux, en plus, ils nous nourrissent mal. C'est ça surtout. C'est qu'ils nous nourrissent mal. Ils nous donnent à manger finalement du poison. Donc il faut qu'on se détourne d'eux et il faut qu'on fasse notre propre manière de faire. Voilà. Plutôt que d'acheter une boisson gazeuse, une boisson sucrée, bah pourquoi pas faire son sirop de fleurs de sureau. Du sureau, il y en a dans toutes les villes de France. À Massy, il y en a partout, partout, partout. Et même si tous les Massicquois se mettaient à récolter toutes les fleurs de sureau sur tous les sureaux de la ville, il y en aurait encore. Et c'est la même chose avec... il y a plein d'arbres fruitiers aussi en ville. Moi, je fais mes confitures. La dernière fois, je fais des confitures avec des cerises d'un cerisier qui pousse dans l'espace public. Et voilà, il n'y avait pas grand monde qui l'utilisait. Et puis finalement, quand tu vas accueillir, les gens ils se souviennent que s'il y a un cerisier et qu'il y a des choses à cueillir. Donc il faut râler vers ça. Et ça demande d'évoluer. Parce que voilà, c'est facile de mettre, tu vois, par exemple, de mettre ses enfants devant la télé le week-end. Bon, c'est vrai, on est fatigué, etc. Mais si on emmène ses enfants au jardin, on va jardiner un peu, on plante quelques arbres. Même si on n'a pas beaucoup de temps, déjà planter un arbre, ça prend en tout et pour tout, allez, 1 minute, 2 minutes maximum, planter un arbre. Et planter un arbre, après, il fait le travail tout seul. C'est-à-dire on a juste besoin de l'arroser un petit peu au début, et après il pousse tout seul l'arbre. Il est résilient, et il va donner des tonnes de fruits sur toute sa vie. Il va donner des tonnes de fruits sur toute sa vie, pour une action qui aura duré 2 minutes. Donc, si on plante des arbres dès maintenant, dans 4-5 ans, on va récolter des fruits incroyables et on sera surpris. Et même on peut avoir des arbres fruitiers gratuitement. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais il y a dans le jardin quelques arbres comme ça. Donc c'est une voisine qui faisait germer les noyaux des fruits qu'elle mangeait. Donc prunes, pêches, abricots. Et elle nous a donné du coup des arbres qui sont issus de ces noyaux. Et il y a un superbe abricotier là au milieu de la jungle. Et il a donné cette année son premier fruit. Et je sais pas si même peut-être qu'on peut aller le voir. Bien. Donc le voilà. Donc je sais pas si vous voyez, moi j'ai rarement vu un abricot de cette taille là. Et dis donc, il a poussé vite quand même ton abricotier là. Ouais, bah c'est un abricotier, ouais, il doit avoir peut-être 5 ans maintenant. Et c'est le plus grand arbre du jardin. C'est le plus gros tronc. Profite, Voilà. hein. Et
celui-là, ouais, il sera super résilient parce que les arbres issus de noyaux sont très résilients. Ils ont beaucoup plus de force et de vigueur. Et du coup, celui-là, il a coûté 0 euros. Enfin, il a coûté le prix d'un fruit qu'on a acheté pour le manger. On a récupéré le noyau, on l'a planté, et voilà, ça nous donne un arbre fruitier. Donc, allez-y. Voilà. Dis-moi, est-ce que ça refait du lien social avec les gens qui ne se parlaient pas? Ça refait énormément de liens sociaux avec des gens qui ne se parlaient pas, des fois qui ne se connaissaient pas, même dans la résidence, avec des gens qui étaient un petit peu dans leur coin, qui retrouvent du coup de quoi en fait discuter à propos du jardin, alors que ce soit en bien ou en mal, parce que des fois il y a des critiques, hein. Il y a des gens qui critiquent aussi, peuvent critiquer le jardin. Là, on a des enfants qui vont jouer bataille d'eau. Et voilà, donc oui, ça crée énormément de liens sociaux. Et puis les enfants de la résidence qui jouaient avec... voilà, ils n'avaient pas forcément des activités... là maintenant, ils ont des activités à travers le jardin, simplement venir planter, récolter des fruits au printemps, à l'été. Et voilà, rien que ça déjà aussi, c'est super. Ils réapprennent ce que c'est que la nature, ce que c'est que le vivant. Et en ville, dans une résidence HLM. Donc ça aussi c'est super. Merci citoyen de ce bel exemple. On va le partager dans le groupe Gilets jaunes Objectif Municipal 2020. Donc c'est un groupe qui a été fait pour donner des exemples d'initiatives dans cette vision des municipales 2020. Il faut voir que la mairie de Massy, sans le vent tourner un petit peu, elle coopère. La mairie de Massy donc, nous a soutenus, nous dans ce cas-là, de ce jardin-là. Et puis même notre association après a mis en place d'autres jardins dans des écoles, dans des collèges. Les 3 collèges de la ville maintenant sont dans une dynamique comme ça avec des clubs, permaculture ou développement durable. Il y a des ruches qui se mettent en place, il y a des poulaillers qui se mettent en place. Et du coup, la ville a mis en place aussi permis de végétaliser. Bon, c'est un début. Alors explique-nous c'est quoi ça, ce Le permis de végétaliser, c'est comment? C'est-à-dire si on est un citoyen, donc résident de Massy, on n'a pas de jardin, et il y a un espace vert devant nous, et en fait on a envie de l'utiliser pour cultiver. Donc on demande le permis de végétaliser à la mairie, on fait un plan, on dessine, etc., son projet. Et du coup, la mairie nous donne son accord et les espaces verts n'interviennent plus sur l'endroit délimité. Et donc, c'est le résident ou le foyer ou le groupe de foyers et de résidents qui intervient sur cette zone délimitée, qui fait pousser ce qu'il veut. Et alors, on passe pas par une structure associative, c'est directement... C'est directement un citoyen ou un groupe de citoyens. Là, il n'y a pas de structure associative dans ce cas. Mais c'est limité, la surface est limitée. Donc après, si on veut évoluer pour avoir des surfaces plus grandes, il faut passer à une structure associative. Alors il y a d'autres jardins tels que celui-ci qui existent à Massy, avec des structures associatives qui le chapeautent. Il y en a un autre dans un quartier HLM réputé en plus difficile, etc. Et c'est une association de quartier qui gère le truc et c'est vraiment bien. Ils se sont agrandis cette année d'ailleurs, ils se sont agrandis, le terrain maintenant qu'ils occupent est 3 ou 4 fois plus grand que ceux qu'ils occupaient initialement parce qu'il y a de l'engouement et les habitants ont envie de faire des plantations en bas de chez eux, etc. Donc il y a une dynamique. Mais ça demande d'être responsable parce que pour gérer des surfaces comme ça, il faut que les gens participent. Si les gens ne participent pas, on ne peut rien faire. En fait, ça demande à ce que les gens ils se prennent en main, ils se prennent en charge et ils deviennent finalement des citoyens adultes, véritablement. Quoi. Moins de télé, plus de jardin. Moins de télé, plus de jardin. Voilà. Merci citoyens, force et honneur, on ne lâche rien. Voilà. Et puis monter des jardins, Monter des jardins. monter des jardins, bande de gueux.